OK. Bon, bah, Nathalie, du coup, tu peux commencer, à te présenter en attendant que les autres, arrivent. Je pense que ça va être bon et puis, voilà, c'est à toi. Bonne conférence à tout le monde et puis on se retrouve après pour, le questions-réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas, vous allez dans participants et vous faites lever la main informatiquement. Voilà. Bon, bah, à tout à l'heure. Merci Lorena, bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être là, il est un peu tard, hein, mais aujourd'hui c'est ma soirée problème. Bonsoir à tous. Donc, je suis Nathalie Begria, je suis naturopathe, je suis spécialisée en homéopathie, en aromathérapie, donc en huile essentielle, en décodage biologique, dont on parlera principalement, pas principalement, mais notamment ce soir, et en phycocyanine, donc on va parler aussi ce soir. Alors, presque toutes les semaines, j'ai décidé d'informer sur un thème bien particulier, un thème de santé. On en a traité déjà plusieurs, des sujets que vous pouvez revoir en replay sur la chaîne YouTube, puisque Lorena qui m'assiste a la gentillesse de les poster sur une chaîne YouTube. Et ce soir, on va parler d'endométriose. Alors, comme Lorena a dit, généralement, en fin de conférence, on laisse un temps d'échange et de témoignage aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu différemment. Donc, comme Lorena l'a dit, si vous avez envie de prendre la parole, vous pouvez activer la petite main électronique. Il y a des moments peut-être où j'aurais envie que vous interveniez par rapport à des sujets que je vais traiter spécifiquement, si vous avez envie de donner votre avis ou votre témoignage. Alors, je ne sais pas qui vous êtes, je n'ai pas regardé le nombre de participants ou qui il y avait exactement. J'imagine qu'il y a des partenaires qui connaissent bien la phycocyanine. Il y a peut-être des thérapeutes de santé, il y a peut-être des personnes qui souffrent d'endométriose, des personnes qui connaissent des personnes qui souffrent d'endométriose. En tout cas, s'il y a des personnes qui sont là ce soir pour venir s'informer parce qu'elles souffrent d'endométriose, j'aurais bien voulu en fait qu'on commence par ça. On commence par un témoignage. C'est une maladie qui est, euh, qui est sournoise parce elle est silencieuse, elle est difficile à diagnostiquer et elle fait beaucoup, beaucoup souffrir. Et les femmes que j'ai pu rencontrer qui souffraient d'endométriose sont des femmes qui souffrent beaucoup, très profondément dans leur féminité, dans leur corps. Et s'il y a quelqu'un qui veut déjà faire un témoignage maintenant, vous pouvez lever la main informatiquement. Sinon, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. Donc, si vous voulez, vous avez le loisir de vous montrer maintenant. Peut-être si vous avez quelque chose à dire, c'est important que, avant qu'on commence à parler de manière théorique, que quelqu'un en fait puisse dire de quoi il souffre et quels sont les symptômes et quelle est la réalité de cette maladie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là. Si tu regardes Lorena, je te laisse gérer le. Alors, si vous n'arrivez pas à lever la main informatiquement, vous pouvez lever la main comme ça, je pense que je vais vous voir. Voilà. N'hésitez pas, on est vraiment entre nous, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un veut en discuter. Sinon, j'essaye de. Il y a Jessica. Voilà. Alors, je vais activer ton micro si tu veux bien. Hop. Oui, vous m'entendez, je pense. Ouais, ok. Oui, Très bien. Alors, bonsoir, Bonsoir. Oui, moi, si vous voulez, je peux témoigner parce que je souffre du coup d'endométriose depuis. Tout a commencé à l'âge de mes 12 ans quand j'ai eu mes premières règles. Mais c'est vrai que du coup, ça a été diagnostiqué assez tard, donc mais il me semble c'est quand j'avais 20 ans à peu près. Donc ça fait à peu près 4 ans. Donc ça a été diagnostiqué parce que en fait la pilule ne suffisait plus, donc j'avais des douleurs qui revenaient. Donc en soi ça m'handicape pas dans la vie de tous les jours, mais c'est vraiment quand j'ai mes règles en fait, c'est très très douloureux. J'en pleure. J'avais aussi avant j'avais je faisais des hémorragies en fait tout simplement. J'avais des règles très très abondantes. Je devais être au lit, je devais porter des couches, donc très handicapant à l'école parce que c'est assez compliqué à l'école ou au lycée, peu importe, de dire qu'on peut pas y aller parce que on a ses règles et on a mal. Et après, maintenant, on va dire ça va un peu mieux, même si les douleurs sont très 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 fortes quand j'ai mes règles. Et par exemple, je peux pas faire du sport, par exemple courir, parce que même en dehors, par exemple tout à l'heure j'ai couru sous la pluie, j'avais des douleurs comme si j'avais mes règles. Donc ça m'handicape aussi énormément à ce niveau-là. Et après pour les rapports intimes, c'est très douloureux aussi. Donc
Voilà, c'est surtout ça. Quel âge tu as, Jessica? 24 ans. Donc, ça fait 12 ans déjà que tu vis avec ce problème, ces douleurs. Oui. Et on n'a pas vraiment trouvé de soulagement ni de solution. Non, pas pour l'instant. Enfin, non, il n'y a rien de. La pilule soulageait, mais du coup, au bout d'un moment, elle ne soulage plus. On m'avait mis sous Lutherandis, mais beaucoup d'effets indésirables dans le sens où plus du tout de libido. J'étais tout le temps de mauvaise humeur. Donc, j'ai tout arrêté. Donc, là, pour l'instant, plus rien à part essayer de soulager les douleurs pendant les règles. En tout cas, merci beaucoup de témoigner d'ouverture comme ça de conférence. C'est très important en fait d'avoir un témoignage humain en fait de toutes ces douleurs. Je crois que Sabrina a écrit quelque chose dans le chat. Lorena va nous lire juste après. C'est important vraiment de comprendre ce qu'il y avait dans ton message, c'est-à-dire une souffrance qui date depuis déjà les premières règles, depuis que tu es toute jeune. Le fait que ça soit lié justement très souvent au cycle hormonal, on va le voir tout à l'heure, le fait qu'on trouve peu de réponses. J'espère que je vais pouvoir t'éclairer, te donner quelques pistes d'exploration, parce que on ne prétend pas guérir malheureusement. Peut-être, hein, on n'en sait rien, mais en tout cas te donner des pistes d'exploration et des solutions. Voilà. Merci. Tu veux peut-être, Lorena, m'assister et me dire ce qui était écrit dans le chat, s'il te plaît? Alors, bonjour, alors c'est Sabrina, je souffre d'endométriose depuis pas mal d'années. Ça m'a pourri la vie, que ce soit au niveau personnel et surtout professionnel. Les remarques désagréables suite aux absences liées aux douleurs. Actuellement, je suis sous pilule pour stopper les règles, donc luténil. Depuis, je souffre de grosses dépressions et ma vie ne ressemble plus à rien. J'ai 35 ans. Je souffre depuis mes premières règles à 10 ans. Merci beaucoup aussi de ton témoignage, Sabrina. On voit qu'il y a des points communs avec Jessica, c'est-à-dire depuis les premières règles, on voit qu'on prescrit la pilule pour essayer de réguler le cycle, pour arrêter les saignements ou tout simplement arrêter complètement les règles. Alors, donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis naturopathe. Donc, mon but, c'est de trouver des solutions naturelles, mais surtout de respecter le fonctionnement naturel du corps. Ça, je vais vous en parler aussi au moment où je vais vous présenter la petite conférence que je vous ai préparée. Alors, j'ai préparé un support visuel, c'est peut-être plus facile, donc vous allez plus me voir à l'écran et vous allez pouvoir suivre. J'ai mis quelques images pour qu'elles soient parlantes pendant que je vais parler. Parfois aussi, on a plus facile de mémoriser et de suivre la conférence comme ça. J'espère que je vais essayer de pas être trop longue dans mes explications, mais j'ai quand même besoin de vous donner pas mal d'informations. Essayez de rester avec moi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on pourra de nouveau échanger. C'est ça le but aussi, c'est d'échanger, de voir si les solutions que je vous apporte, ça peut vous servir, et peut-être d'autres témoignages aussi. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Voilà. Tu veux qu'on refasse des témoignages à la fin, du coup? Parce que je sais que j'avais une autre personne qui voulait aussi témoigner. Mais on peut le faire maintenant aussi. On peut le faire maintenant. Alors, C'est plus non, attends, je crois que c'est Mirella. Est-ce que tu nous entends? Bonsoir. Ouais, c'est bon. Oui, je vous entends. Bonsoir Mirella. Déjà, merci Bienvenue. beaucoup de me laisser témoigner. Donc, moi, j'ai eu mes règles à l'âge de 9 ans, déjà très très tôt. Et les douleurs sont arrivées pas tout de suite, au bout d'un an ou deux. Et ça a été très très violent, je ne savais pas ce qui m'arrivait. On a dû appeler les urgences, mes parents ne comprenaient pas non plus. Et des douleurs très violentes, hein. J'ai jamais connu ça, alors que j'ai accouché pourtant il n'y a pas longtemps, et je peux vous dire que c'est pas comparable. Et tous les mois, je faisais aussi des hémorragies, comme le témoignage qu'on a eu tout à l'heure. Impossible d'aller à l'école pendant une semaine. Ça durait pendant très longtemps, 8 jours. Et beaucoup de sang, beaucoup de douleur. Je me pliais en deux. Ça me bloquait le bas du dos, ça me bloquait. Quand je marchais tout doucement. J'avais mal en bas du dos, j'avais mal au ventre. J'étais dans un état où je pouvais rien faire. Mal à la tête, tellement des fois je perdais du sang que limite je suis jamais tombée dans les pommes, mais j'étais à la limite de tomber dans les pommes. Et du coup, ça m'a. Par rapport à l'école, les profs pensent qu'on fait exprès, ils pensent qu'on est une chouchotte parce que
Ah bah pourquoi t'es pas là? Parce que j'ai mes règles. Ah bah oui, mais c'est pas une raison, faut venir au cours. Tout le monde a ses règles. Bah j'essaie d'expliquer. Moi je savais pas ce que j'avais. J'ai été diagnostiquée qu'à 18 ans. De mes 10-11 ans jusqu'à mes 18 ans, je savais pas et je me prenais des remarques et bah, comment je pouvais justifier ça? Tous les mois j'allais chez mon médecin traitant, je demandais des antidouleurs, il y a rien qui fonctionnait, Antadis, tous les anti-douleurs, anti je sais pas quoi, rien ne fonctionnait sur moi jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui avait de l'endométriose lors d'un stage. Et quand je lui ai raconté ce que j'avais comme symptômes, ce que je viens de vous décrire là, elle m'a dit bah, tiens, moi aussi j'ai ça, je te conseille d'aller voir tel médecin à Nantes, prends rendez-vous. Et du coup, bah, c'est là où on m'a diagnostiqué à 18 ans que j'avais de l'endométriose. Et on m'a donné tout simplement la pilule, ce qu'on m'avait jamais proposé avant. Et un miracle, la pilule a fait que maintenant, je saigne plus pendant 8 jours, je saigne pendant 4 jours. Les saignements sont tout à fait normaux, il n'y a pas d'hémorragie. Les douleurs, pratiquement pas. Et puis c'est pareil, pendant un moment, j'avais des rapports très, très, très douloureux. Je saignais pendant les rapports comme si j'avais mes règles aussi. J'ai dû aller voir mon gynécologue et puis qu'il me fasse un laser en fait pour brûler ce qu'il y avait à brûler. Et du coup, à partir de là, ça allait mieux, mais j'ai fait plusieurs traitements pour pas que j'ai mal pendant les rapports, ça n'a pas fonctionné. À la fin, le laser, ça a fonctionné, mais enfin, voilà, c'est tout un parcours. D'abord, il y a eu l'école. Après, quand on est devenu à l'âge adulte, quand c'est pas l'école, c'est les rapports qui sont heureux. Quand c'est pas ça, c'est encore autre chose. On s'en sort plus. Et heureusement, maintenant, j'ai un bébé, j'avais peur de pas avoir d'enfant. Et donc, voilà. En gros, c'est ça mon histoire. Bah écoute, merci beaucoup parce que c'est une histoire courageuse. Et donc tu as dit tu as un bébé en fait. Est-ce que tes douleurs se sont améliorées après la grossesse ou pas, ou tu vis toujours la même situation? Oui, ça s'est amélioré. Oui, oui. Et là, je suis allée revoir mon gynécologue qui est le docteur Ploto au CHU de Nantes, spécialisé en endométriose. Et du coup, le dernier rapport, c'est que ça s'est amélioré. Oui, oui. Donc, je fais On en examiner. parlera, on en La parlera, grossesse, c'était mieux déjà. on en parlera tout à l'heure justement. C'était pour ça que c'était important que tu le dises. Merci beaucoup pour ton Merci. témoignage très courageux et très, très important. Oui. Alors, je vais vous lancer ça. Et je vais en parler plus en profondeur. Pour moi, en tant que naturopathe, il est nécessaire de comprendre le sens de tous les symptômes. Moi, je pense que les maladies ne sont pas là pour rien, les symptômes ne sont pas là pour rien. Et que quand on comprend en fait pourquoi cette maladie est là, ben, on peut plus facilement en fait en venir à bout. Alors, de quoi je vais vous parler ce soir? On va commencer par décrire ce que c'est justement l'endométriose. On va parler des symptômes, même si on vient d'en parler déjà vraiment grâce à des personnes qui le vivent de l'intérieur. On va parler des chiffres. On va parler du système endocrinien, des perturbateurs endocriniens. On va parler des différentes théories par rapport à l'endométriose, quelles seraient les causes. On va parler des réponses allopathiques, donc de la médecine traditionnelle, on va dire. On va parler de décodage biologique. On va parler d'homéopathie. On va parler d'aromathérapie, puis l'essentiel, de nutrithérapie, d'oligothérapie, de phycocyanine, dont monsieur parlait. Et puis, on fera un petit résumé, et puis je vous mettrai en garde par rapport à tout ce que je vous ai dit. Alors, ce petit ruban jaune, il est bien connu des personnes qui souffrent d'endométriose parce qu'il ressemble un petit peu au ruban rose de la lutte contre le cancer. Parce que l'endométriose, en fait, c'est pas un cancer, naturellement, mais on le compare à un cancer sans cancer. Pourquoi? Parce qu'il provoque des douleurs qui sont tellement fortes qu'elles ressemblent à celles du cancer. Et l'endométriose peut causer des colonisations, c'est-à-dire un peu comme on pourrait les comparer aux métastases du cancer, c'est-à-dire que l'endométriose peut aller se placer à différents endroits du corps, un peu comme le font les métastases avec un cancer. Donc ce n'est pas un cancer, hein. On est bien d'accord, ce n'est pas un cancer, mais on peut le comparer parce qu'il a un mode de fonctionnement un peu similaire et il a des ressemblances. Alors qu'est-ce que c'est que l'endomètre? Déjà, endométriose, ça on parle d'endomètre. L'endomètre, en fait, c'est un tissu, c'est une peau, une muqueuse interne qui tapisse l'utérus. Donc l'utérus qui est la petite cavité à l'intérieur du ventre des femmes qui va accueillir le futur bébé.
Et donc, c'est un tissu qui, normalement, en fait, après l'ovulation, s'épaissit. Il s'épaissit de manière à pouvoir accueillir éventuellement un ovule qui aurait été fécondé, un futur fœtus. Et si jamais il n'y a pas eu fécondation, eh ben, il se désintègre et il s'en va et c'est le sang des règles. Donc, l'endomètre, c'est un tissu. Endométriose, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement de cette faculté de l'endomètre de s'épaissir et puis de s'évacuer. Et donc, comme on le voit dans le dessin, on voit l'utérus normal à gauche et on voit l'utérus atteint à droite. Donc, on compare deux situations. Donc, l'endométriose, en fait, c'est ce tissu, c'est cet endomètre qui, au lieu de s'épaissir et de se désintégrer, va se placer sur différents organes. Donc, ça peut être sur un ovaire, ça peut être sur les trompes de Fallope, ça peut être sur la paroi de l'utérus, ça peut être dans le vagin, ça peut même monter. Ça peut monter, on va le voir tout de suite. Ça peut aller encore beaucoup plus loin. Donc, ça peut s'étendre au côlon, ça peut s'étendre aux intestins, ça peut s'étendre jusqu'aux poumons, et même dans des cas extrêmement rares, mais qui sont déjà arrivés, au cerveau. Qu'est-ce qui fait en fait que ça peut aller sur la vessie aussi? Qu'est-ce qui fait que cette endométriose est si douloureux, hein, comme l'ont dit les charmantes personnes qui sont venues témoigner gentiment? Qu'est-ce qui fait que ça fait si mal? Ben, ce sont comme des petites cicatrices en fait qui pincent des nerfs. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez le dentiste et on vous a vaguement touché un nerf, mais toucher un nerf, ça fait extrêmement mal. Et donc ces nerfs peuvent être pincés à différents endroits du corps. Ça peut être dans les intestins, dans les ovaires, ça peut être dans le ventre, dans la vessie, ça peut être jusqu'au poumon. Ça fait extrêmement mal. Donc, l'endométriose, c'est une pathologie chronique. Donc, on le voit, ça dure pendant des années. C'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de chronique, inflammatoire, issu d'un dysfonctionnement d'un processus naturel. Parce qu'à la base, l'endomètre, comme je l'ai dit, c'est le fait de s'épaissir, le fait de se désintégrer, c'est un processus tout à fait naturel. Donc, il y a un dysfonctionnement d'un processus naturel. La naturopathie, elle cherche à rétablir le fonctionnement naturel du corps, le fonctionnement, le processus de guérison naturelle du corps. Donc on le voit ici aussi, on le voit peut-être un peu, non pas ici, on le voit moins bien, on verra sur. Donc, quels sont les symptômes que peuvent provoquer l'endométriose? Là, on vient d'avoir 3 témoignages, on a entendu beaucoup de douleurs. On a entendu des douleurs pendant les rapports sexuels, des règles très abondantes. Donc, quand on dit abondante, ça veut dire jusqu'à aller porter une couche. Donc, ça veut dire que c'est pas un petit peu de sang dans un tampon ou sur une serviette. Ces douleurs, fatalement, et ces saignements causent de la fatigue. Parce que le fait de perdre beaucoup de sang, on perd beaucoup de fer. Et donc, on peut être anémié. L'anémie crée de la fatigue. Toutes ces douleurs, toute cette fatigue, ça peut créer un état de dépression. Et puis, dans certains cas plus graves, heureusement, dans les 3 cas qu'on vient d'entendre, ce n'est pas le cas, mais ça peut créer une infertilité. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont infertiles qui souffrent d'endométriose. Après, j'ai fait une liste de tous les symptômes que les femmes recensent, qu'on a recensés chez les femmes, l'accroissement de la quantité de règles, les brûlures urinaires, du sang dans les urines, des cycles très longs, des règles qui sont longues, plus de 8 jours, et qui sont très douloureuses, défécation douloureuse pendant les règles, des douleurs, fatigue, essoufflement facile, infertilité. Ça peut créer des douleurs dans le dos, phrénologie, sciatique, qui descendent dans la jambe, les saignements, on en a parlé, métrorragie, rectorragie, parce que ça peut aller jusque dans les intestins, sensation désagréable dans le bassin. Et en fait, on se rend compte que ces symptômes sont surtout situés autour de la phase d'ovulation. Parfois, c'est ça en rapport avec le cycle menstruel, mais très souvent, ça a un rapport avec le cycle menstruel et le cycle menstruel et les menstruations. Donc, parfois, les douleurs sont même déclenchées par un simple changement de position, comme s'asseoir pendant les rapports sexuels, on a entendu. Et parfois, même certaines personnes se plaignent de douleurs au poumon, et même jusque dans la tête, des migraines, etc. Si on parle un peu de chiffres,
on va voir qu'une femme sur 10 en France, en 2020, souffre d'endométriose. C'est 10% des femmes en âge de procréer qui sont touchées par cette infection. Et traumatisme peut-être. On va en parler, ouais. Il faut environ 7 ans pour diagnostiquer la maladie. Donc, les 3 symptômes les plus courants, ce sont la douleur, la fatigue chronique et l'infertilité. Les 3 organes les plus touchés sont les ovaires, les trompes de Fallope et les ligaments. Alors, il n'y a pas de traitement spécifique pour l'endométriose, si ce n'est, on va le voir tout de suite, soit l'arrêt complet de l'ovulation ou des règles avec une ménopause induite, donc une ménopause précoce induite, ou la chirurgie, dans certains cas. 40% des femmes souffrent de douleurs chroniques pelviennes, principalement au moment des règles, pendant les rapports sexuels, pendant la défécation. 30% des femmes atteintes d'endométriose sont infertiles ou hypofertiles. Donc, ça veut dire qu'on a des problèmes pour tomber enceinte et finalement, on peut tomber enceinte, parfois pas du tout. 70% des femmes déclarent ressentir des douleurs invalidantes. 30% des personnes indiquent que leurs activités habituelles sont perturbées par la maladie, ça on vient de l'entendre aussi, et que 20% déclarent que leur mobilité est affectée. Donc, ce n'est pas une maladie anodine et silencieuse. Alors, on l'a compris, hein, c'est une maladie, une pathologie qui est liée au cycle hormonal, donc elle est hormonodépendante. Et les hormones, ce sont des substances qui sont produites par notre corps et qui sont régulées par tout un système qu'on appelle le système endocrinien, dont la thyroïde, qui est cette petite glande en forme de papillon qui est située dans la gorge, est le chef d'orchestre et qui est assistée par toute une série d'autres glandes, comme la glande pinéale, l'hypothalamus, l'hypophyse, les parathyroïdes, le thymus, les glandes surrénales, le pancréas, les ovaires, les testicules chez les hommes, et même dans les tissus graisseux adipeux. Donc, on voit ici que c'est une pathologie qui est liée au système endocrinien. Donc, souvent, il y a aussi des problèmes de thyroïde, par exemple, la thyroïde. Alors, pourquoi est-ce qu'une femme sur 10 aujourd'hui souffre d'endométriose, alors que peut-être il y a 100 ans, il n'y en avait quasiment pas ou pas du tout, ou il y en a beaucoup plus aujourd'hui? Alors, il y a toute une série de perturbateurs endocriniens, des agents, des facteurs qui viennent perturber le système normal, le fonctionnement du système endocrinien. Dans ces perturbateurs endocriniens, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a ce qu'on appelle les phtalates qui se trouvent par exemple dans les plastiques. Il y a toutes sortes de substances, les parabènes dont on parle beaucoup dans les cosmétiques, des pesticides, il y a comme le bisphénol, il y a des substances, on va dire, toxiques, chimiques, qui se trouvent à la fois dans l'alimentation industrielle, la manière de produire les aliments, de récolter les légumes quand ils ne sont pas bio, la viande, les antibiotiques dont on injecte la viande pour avoir une viande, un bœuf plus gras par exemple, ou un porc plus gras, les peintures, les solvants, les cosmétiques, les bouteilles en plastique, les films alimentaires, tout ce qui a été travaillé avec des produits chimiques est une source de perturbateurs endocriniens. Les ondes Wi-Fi, la 5G, la 4G, sont des perturbateurs endocriniens aussi. La plupart des ondes électromagnétiques sont des perturbateurs endocriniens. Donc en fait, on vit dans un monde qui est une source de perturbateurs pour notre organisme, le fonctionnement de notre organisme en général. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de cancers, et notamment pour le système endocrinien. Donc, une des recommandations d'un ou d'une naturopathe va être déjà d'essayer, dans la mesure du possible, d'éviter ces perturbateurs endocriniens. Alors, je dis dans la mesure du possible, parce que si la 5G est installée, on va avoir des difficultés pour s'en protéger. Il y a certainement des moyens pour s'en protéger, mais c'est pas facile. Après, une alimentation déjà dénuée de pesticides, manger bio, essayer de faire attention à la qualité de l'eau, aux produits qu'on met sur son visage, sur son corps, tout ça, ce sont des sources de perturbateurs qu'on peut éviter. Ça va, vous me suivez? Jusque-là, tout va bien? Alors, il y a différentes théories que la médecine a établies
qui pourrait expliquer d'où viendrait cette maladie, en dehors du fait qu'il peut y avoir des perturbateurs endocriniens, par exemple. Il y a plusieurs théories, il y en a 3 principales. Il y en a une qui part du principe que les petites cellules préembryonnaires qui sont créées dans notre corps, donc l'ovule par exemple, proliféreraient à travers le corps et iraient se mettre un petit peu partout dans le corps. Il y a une autre théorie qui pense que cette migration à distance se fait via les vaisseaux lymphatiques. Donc la lymphe, c'est un liquide clair qui est destiné à éliminer les toxines du corps et qui se situe sous la peau dans des plus petits vaisseaux, donc vraiment à fleur de peau. C'est ce qu'on draine, c'est ce qu'on active quand on fait des massages lymphatiques. Et puis, il y a la théorie du reflux du sang des règles. C'est-à-dire que le sang, au lieu de descendre, il pourrait remonter aussi et créer cette endométriose. Personne n'est vraiment d'accord avec aucune des théories, personne qui s'accorde. Il y a des arguments en faveur, il y a des arguments en défaveur par rapport à toutes les théories. Donc ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de certitude par rapport à la cause de l'endométriose ou des causes éventuellement. Donc c'est pour ça que la médecine est un peu démunie, parce que comme elle ne trouve pas la cause, elle ne trouve pas non plus de solution. Qu'est-ce que la médecine traditionnelle propose? Elle donne la pilule. Il faut savoir que la pilule, elle solutionne naturellement, elle solutionne un peu le problème, pas complètement, mais elle peut aider, on va dire. Pourquoi? Parce qu'elle va stopper l'ovulation, parce qu'elle va couper complètement les règles. Mais la pilule en elle-même est un produit chimique qui perturbe le bon fonctionnement naturel du corps. Donc, c'est un perturbateur endocrinien. Donc, dans la mesure du possible, naturellement, c'est un moyen de contraception. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles, même de jeunes femmes, viennent me consulter en me disant je veux arrêter la pilule parce que un gynécologue me l'avait prescrit parce que j'avais de l'acné ou j'avais des règles douloureuses, mais je sens que ça ne me fait pas du bien. Je sens que j'ai pas envie d'avaler ça tous les jours. Je sens que j'avale un produit chimique et j'ai envie d'arrêter. Donc, il faut savoir que c'est une méthode très fiable de contraception, extrêmement fiable, mais qui n'est pas sans effet secondaire et qui n'est pas tout à fait anodine. Donc, il y a d'autres solutions qui existent, qui sont peut-être un peu moins fiables, mais qui sont peut-être moins nocives pour le corps. Donc ça, c'est à chacune d'entre nous de décider de son mode de contraception, de voir si on a vraiment besoin de cette pilule et s'il y a d'autres choses qu'on peut utiliser, d'autres méthodes. Donc, on peut créer aussi une ménopause artificielle. Donc, on donne des hormones, on stoppe certaines hormones chez une femme de manière à ce qu'elle n'ovule plus du tout, donc qu'elle soit en ménopause. Donc, il n'est pas question après d'avoir des enfants, c'est très compliqué. Et on peut également enlever les foyers, donc ces petits amas de cellules qui vont se mettre un peu partout et qui pincent les nerfs et qui font mal. La chirurgie propose de les enlever. Donc, le fait de les enlever, ça n'empêche pas l'endométriose d'aller se placer ailleurs, de récidiver, la réapparition des colonies. Donc, il peut y en avoir plusieurs. On voit ici, il y a une personne sur Instagram qui a posté cette photo où elle a posté toutes les dates en fait où elle a été opérée et on voit qu'elle a été opérée de nombreuses fois et que le problème ne se solutionne pas, même si ça l'a peut-être soulagée temporairement. Donc c'est une solution, mais c'est pas une solution définitive, c'est pas une solution qui guérit. Et puis ici, alors je vous rassure, ici la photo est choquante, mais en fait c'est du maquillage. Donc c'est un artiste maquilleur qui a voulu montrer en fait la douleur intérieure de la personne et qui l'a exprimée de manière extérieure. Donc ce ne sont pas des vraies blessures, mais je pensais qu'elle était parlante parce que comme disaient les personnes qui ont témoigné tout à l'heure, parfois on a tendance à prendre ces douleurs à la légère parce qu'elles sont invisibles. On peut dire, bon, tu as des douleurs de ventre, tu as des douleurs de règles, tu as un peu mal à la tête, ça va, tu peux continuer. Alors que non, la douleur, si on pouvait l'extérioriser, elle ressemblerait peut-être à ça, en fait. Et là, on serait choqué. C'était pour moi important de mettre une image forte sur une douleur invisible. Donc, on a vu que la médecine traditionnelle, elle est un peu impuissante, même si elle a une chirurgie de pointe.
Donc moi, je me dis, en tant que naturopathe, est-ce qu'on pourrait peut-être pas changer de point de vue, en fait? Est-ce qu'on pourrait pas changer de paradigme, se dire, est-ce qu'il faut peut-être pas l'appréhender, cette maladie, sous un autre angle? Donc, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous exposer ici, ce n'est qu'un point de vue, hein, ce n'est qu'une piste d'exploration. Ça ne veut pas dire que ça concerne tout le monde, ça veut juste dire que c'est vrai. Pendant des années, on a cru que la Terre était plate, puis on a prouvé qu'elle était ronde. Aujourd'hui, il y a des gens qui remettent encore ça en question. Donc je me dis, soyons capables de toujours tout remettre en question. Il y a quelques années, j'ai découvert les travaux du docteur Hammer, un médecin qui a été très controversé. C'est une théorie qui est très controversée. D'ailleurs, je pense qu'on lui a retiré sa licence de médecin. Ça n'a pas empêché d'aider des dizaines et des dizaines de personnes, notamment dans le cancer. En fait, ce médecin a vu son fils décéder d'un cancer. Et quand son fils est décédé, lui-même s'est fait un cancer des testicules. Et il s'est dit, c'est bizarre, mon fils décède, je me fais un cancer des testicules, je me demande s'il y aurait un lien. Et il a exploré cette piste et il a établi toute une théorie. Alors, il n'a pas juste établi sur le fait qu'il avait été malade, il a vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de patients cancéreux qui avaient tous les mêmes symptômes, plus ou moins, ou les mêmes modes réactionnels. Et donc, il en a dégagé une théorie de décodage biologique. Il en a tiré les 5 lois biologiques de la médecine nouvelle, hein, qu'il a établie lui-même, donc qui est une médecine qui n'a rien à voir avec la médecine traditionnelle que pratique votre médecin traitant. C'est vraiment sa méthode à lui. Donc, ça veut dire, on y adhère, on n'y adhère pas, ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas m'y intéresser? Pourquoi ne pas voir quelle est mon opinion par rapport à ça? Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres médecins aussi controversés, naturellement, qui s'étaient intéressés à cette théorie de Dr Hammer. Il y avait notamment le Dr Van den Bogart, qui comparait le mot tumeur et tumeur. Alors, on n'utilise plus le mot tumeur, parce que ça voulait dire tu es en train de mourir. Et donc, lui, il a une théorie particulière par rapport au cancer, qui est un peu similaire à celle du Dr Hammer. Il y a celle du docteur Olivier Soulier aussi, qui a écrit beaucoup de livres sur le décodage biologique. Et moi, je me suis aperçue en fait que sans adhérer à 100% à aucune des 3 théories, je me dis que dans ma pratique, le fait de comprendre en fait que en explorant chaque fois avec tact et prudence la personne que j'ai en face de moi, mais en voyant quel organe est touché chez la personne, en voyant quelle est son utilité, on se rend compte que c'est comme si le corps voulait nous faire passer un message. Et que quand on en discute avec la personne, parfois, pas toujours, parfois, on se rend compte qu'il y a une histoire derrière. Et le fait de parler de cette histoire, de l'extérioriser, on se met sur le chemin de la guérison. Ça ne veut pas dire qu'on est guéri, mais on se met sur un chemin de guérison. C'est comme si le corps attendait qu'on le comprenne, attendait qu'on comprenne sa souffrance et la raison de sa souffrance. Et que du coup, il se mettait dans les bonnes conditions pour pouvoir recevoir un traitement. Ça ne veut pas dire que le fait de faire du décodage biologique, ça permet de se passer de traitement. Ça permet de mieux accepter, de mieux utiliser le traitement. Dans le cas de l'endométriose, l'organe qui est touché, c'est l'utérus et tout le système organique, le système reproducteur. Quelle est la fonction? Se reproduire, faire des bébés. L'utérus, il permet de faire un nid. Il permet l'anidation, il permet à l'ovule fécondé de s'accrocher et de faire se développer le fœtus. Si on part de ça, on se dit, OK, je comprends à quoi sert l'utérus, je sais que c'est là. Du coup, un dysfonctionnement de l'utérus, ça voudrait dire quoi alors? Les symptômes, c'est la douleur, c'est l'inflammation. On pourrait faire une analogie entre l'utérus, le nid et le foyer. L'endomètre,
ça voudrait dire peut-être qu'il y a un danger, c'est-à-dire qu'il y a un danger à accepter cet ovule, que cet ovule se développe. Et comme on aurait peur que cet ovule se développe dans notre foyer, on préférait qu'il aille se nicher ailleurs, à l'extérieur du foyer. Donc, ça voudrait dire que cette maladie pourrait avoir un sens qui serait au niveau de la vie sentimentale, familiale, au niveau du clan, de la famille. Et les émotions qui seraient associées, c'est la douleur, naturellement, la douleur qui est associée à la peur et l'inflammation qui est associée à la colère. Donc, en connaissant tout ça, quand j'ai une personne qui vient me consulter pour de l'endométriose, avec prudence et avec tact, et en expliquant bien que ce ne sont que des pistes d'exploration, je leur propose plusieurs questions. Et je leur demande, est-ce que ces questions font un sens? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces questions qui fait écho en vous? Et ces questions, ça peut être, se pourrait-il que j'ai peur de mettre au monde un enfant dans ce foyer? Est-il possible que je sois porteuse de croyances négatives me concernant en tant que mère ou mon rôle de mère, par rapport, par exemple, au rôle de ma mère? Est-ce que mon inconscient me pousserait à croire qu'on ne puisse pas accueillir un enfant dans ce foyer? Se pourrait-il que j'ai peur de devoir laisser mon enfant à l'extérieur? Par exemple, je sais que je travaille et je dois laisser mon enfant à la crèche et je n'aime pas. Alors, ces questions, quand on les entend chez une femme adulte, elles peuvent faire un sens. Après, on vient d'entendre 2 ou 3 témoignages qui témoignent que cette endométriose a commencé alors qu'elle n'était que des toutes petites filles, avec des règles, l'apparition des règles précoces. Donc, ça voudrait, à le dire encore aller beaucoup plus loin, ça voudrait dire qu'en fait, c'est un message du corps qui est imprimé dans le corps, mais qui ne nous appartient pas vraiment, qui nous a été transmis peut-être par notre mère ou notre grand-mère de manière transgénérationnelle. Donc, c'est une approche vraiment très particulière. Ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Hein, moi, j'ai déjà parlé avec, j'ai une dame en tête particulièrement à qui j'en ai parlé et qui s'est fâchée et qui m'a dit, en fait, vous me dites que tout ça c'est de ma faute. Et non, c'est pas du tout ça, puisque ce sont des schémas, la plupart du temps complètement inconscients, qui ne nous appartiennent même pas, qui peuvent nous avoir été transmis de manière transgénérationnelle par notre mère, par notre grand-mère, etc. Mais ce sont des pistes d'exploration. Ce sont des pistes qui, la plupart du temps, pas toujours, enfin, si c'était un exemple, ça ne fonctionnait pas, mais la plupart du temps, ça aide. Ça aide beaucoup à nous mettre sur le chemin de la guérison. Donc, je vous invite à être ouvert, à ces questionnements, voir si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est parce que c'est tout à fait de manière inconsciente et ça peut avoir été transmis, comme je l'ai dit, de manière transgénérationnelle. Mais d'être ouvert à ça aussi et de se dire, rien n'a fonctionné jusqu'ici, bah, qu'est-ce que je risque à essayer ça? Donc, il y a plein de pistes d'exploration possibles. On peut désirer une grossesse, mais avoir peur de perdre le bébé avant l'accouchement, par exemple, parce qu'il y a une mémoire inconsciente ou pas d'un enfant mort-né. Mais ça peut être un frère, ça peut être un oncle au niveau de la maman, ça peut être même 2 générations précédentes. Donc, parfois, il faut interroger toute la famille. La peur de ne pas être une bonne mère, de ne pas offrir un bon foyer à son enfant. Peur qu'un enfant vienne briser l'harmonie dans un couple, parce que par exemple nos parents ont divorcé au moment où on est venu au monde, une problématique en rapport avec sa propre mère, ne pas savoir se positionner, peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, avoir du mal à accepter le monde dans lequel on vit tout simplement, et ne pas avoir envie de faire grandir son enfant dans ce monde, parce que parfois on peut ressentir le monde comme hostile. Donc ce sont toutes vraiment des pistes d'exploration, des pistes. Ça ne veut pas dire que ce sont des raisons. C'est très important pour moi d'insister sur ça, de vous dire que ce ne sont vraiment que des pistes d'exploration possibles. Alors, à côté de ce décodage biologique, dans lequel je commence presque toujours mes consultations,
il y a des solutions. Il y a des solutions, notamment, moi je travaille beaucoup avec l'homéopathie. L'homéopathie a l'avantage d'être sans effet secondaire. Il n'a aucune interaction avec des médicaments. C'est pas cher, ça agit très bien. Même si l'homéopathie a aussi ses détracteurs. Mais depuis mon expérience, ça fait comme quelques années que je consulte et que j'utilise beaucoup l'homéopathie. Ce remède fonctionne très bien. Donc, il fonctionne en cas d'endométriose, pas dire qu'il le solutionne, mais il allège les symptômes. Il fonctionne en cas de tout ce qui est lié au cycle prémenstruel et menstruel. Tout ce qui a à faire aux règles, que ça soit la dépression, la tension nerveuse, les seins douloureux et gonflés, les œdèmes, les migraines, les cystites prémenstruelles, la prise de poids, l'acné, les diarrhées, les ballonnements, tout ça c'est soulagé avec folliculinum. Folliculinum, c'est un remède, donc ce sont des petites granules homéopathiques. Et en fait, on ne doit pas le prendre tous les jours, on le prend 2 fois par mois. Et pour moi, il fait des miracles. La plupart des personnes me disent merci de m'avoir recommandé ce remède parce que c'est simple à prendre. C'est juste un petit tube à avoir dans son sac 2 fois par mois. On prend 3 granules et ça change complètement la vie. Donc, c'est un très bon conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de bien noter ce remède. Et après, si vous avez envie d'avoir un peu plus de renseignements sur la dilution, par exemple, même si je peux vous dire que vous pouvez le prendre en 9 ou en 15 cierges, mais si vous avez envie de savoir à quel moment du cycle il faut le prendre, si vous avez envie de savoir plus, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit mail ou un petit message sur WhatsApp et je vous répondrai avec plaisir. Ou même après, on peut en discuter quand on aura notre échange. À côté de l'homéopathie, moi je suis quelqu'un qui pense que, comme disait Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine. L'alimentation permet d'aller chercher c'est la première source de nutriments, de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux, d'oméga 3. Bien se nourrir en évitant, comme j'ai dit tout à l'heure, les pesticides, les antibiotiques, c'est la base. C'est la base, la construction de nos membranes. Et donc, si on veut que notre corps fonctionne, que les fonctions naturelles de notre corps, donc de guérison, fonctionnent de manière optimale, c'est d'abord dans l'alimentation qu'on va trouver la source de ces nutriments. Tout à l'heure, j'ai dit que l'endométriose était une maladie inflammatoire chronique, inflammatoire. Je l'ai expliqué dans une autre conférence, vous pourrez la regarder en replay, je ne vais pas refaire tout un cours sur l'inflammation, mais en gros, pour ceux qui n'étaient pas là, l'inflammation est une phase naturelle de guérison du corps. Le corps passe toujours par une phase inflammatoire avant d'être guéri complètement. Cette phase inflammatoire, c'est une réponse du système immunitaire, du système de défense du corps. La phase inflammatoire, c'est quand la peau est rouge, qu'elle est chaude, on sent qu'il y a une activité de réparation. C'est la phase inflammatoire. Une maladie inflammatoire chronique, ça veut dire que le corps n'est plus capable de réguler l'inflammation, c'est-à-dire de passer la guérison complète, il reste dans une phase inflammatoire. Une alimentation dénaturée, pauvre en nutriments, le stress, les perturbateurs endocriniens, du sport à outrance, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent créer une inflammation chronique. Donc, il y a des facteurs qui sont favorisants à l'endométriose. Donc, il y a un terrain génétique, on le voit à 10 ans déjà à l'apparition des premières règles, les douleurs arrivent. Mais en plus, il y a des facteurs favorisants. Donc, on va essayer de les éviter. Donc, on va essayer de privilégier une alimentation la plus saine possible. Là aussi, c'est bien de se faire aider par un nutritionniste, par un nutrithérapeute, par un naturopathe. Savoir qu'il faut privilégier une alimentation vivante, la plus saine, la plus pure possible, pour qu'elle ne soit pas raffinée, travaillée, riche en oméga 3, riche en vitamines, riche en aliments anti-inflammatoires. Alors moi, mon grand dada, c'est l'aromathérapie. J'adore les huiles essentielles. Dans les huiles essentielles, quand j'ai réfléchi quoi vous proposer ce soir, parce que ça dépend un peu de chaque personne, hein, chaque personne vit son endométriose. Il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes, je pense.
Chaque personne vit son endométriose de manière différente, chacun ses symptômes. Il y a des huiles essentielles qui vont venir soulager les migraines, il y a des huiles essentielles qui vont venir soulager le stress, la dépression, les insomnies que ça peut créer. Mais je pense que je m'étais dit, je vais essayer de conseiller une huile essentielle principalement ce soir par rapport aux douleurs. Donc, l'huile essentielle d'estragon, c'est dans le temps quand j'avais quand j'avais des douleurs de règles, ma mère me donnait du Buscopan. Peut-être que vous connaissez aussi ce médicament qui d'ailleurs, je pense, a été retiré du marché tellement c'était pas bon pour la santé. Ça a un effet en fait anti-crampe. L'huile essentielle d'estragon est très puissant. Donc tout ce que vous appliquez sur la peau, au bout de 20 minutes, passe dans le sang. Les bons produits comme les mauvais produits. L'huile essentielle d'estragon, elle va être appliquée sur le ventre, diluée dans une huile végétale. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, elle commence à faire effet. Donc, elle va agir sur des récepteurs de la douleur qui sont situés à l'extrémité des nerfs sensitifs de l'abdomen et également sur des récepteurs localisés le long des fibres de la moelle épinière. Et donc, elle va calmer la douleur. Et donc, les huiles essentielles, pour les personnes qui ne connaissent pas, ce ne sont pas des produits magiques ou ce sont des réactions chimiques. Donc, quand je parle de chimique, ça ne veut pas dire artificiel. Ça veut dire qui ont des réactions dans le corps. Donc, ce sont les phénols méthyléthers, qui agissent en fait sur les récepteurs de la douleur, qui sont contenus dans l'huile essentielle d'estragon principalement. Donc, elles vont soulager de manière quasi instantanée les douleurs, mais en plus, petit à petit, règle après règle, elle va diminuer les douleurs. Donc, elle va avoir un effet à la fois curatif et un effet antalgique. Alors, un autre de mes chouchous, on va le voir, c'est la phycocyanine. Je comptais vous dire que ce qui est important aussi dans l'endométriose, c'est le zinc, c'est le manganèse, c'est le calcium, c'est le magnésium. Des oligo-éléments qu'on trouve dans l'alimentation. Encore faut-il que les intestins soient de bonne qualité et qu'ils n'aient pas été touchés par l'endométriose et qu'ils soient à même de les absorber dans la nourriture. Encore faut-il que la nourriture soit de bonne qualité et contienne tous ces éléments-là. On ait une alimentation très variée et riche. Quand j'ai découvert la spiruline et puis plus tard la phycocyanine, je me suis rendu compte en fait que la spiruline complète contient tous ces oligo-éléments, plus toutes les protéines, plus tous les acides aminés, plus toutes les vitamines, sauf la vitamine C, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Donc, la spiruline, c'est une algue d'eau douce, donc qui convient à tout le monde, hein, même les personnes qui sont intolérantes à l'iode, puisque c'est une algue d'eau douce, très très riche en nutriments, mais de manière tout à fait équilibrée. On prend de la spiruline tous les jours, si nos intestins le permettent et ont une bonne capacité d'absorption et d'assimilation, c'est couvrir tous ces besoins journaliers en vitamines, en acides aminés, en oligo-éléments, en protéines, sauf la vitamine C. Je connaissais bien la spiruline, je l'utilisais beaucoup dans mes plans de cure, parce que ça a un effet aussi détoxifiant sur le corps, donc ça vient enlever les métaux lourds qu'on peut avoir justement par ces perturbateurs endocriniens. Et puis, il y a 2 ans, j'ai découvert la phycocyanine, que je ne connaissais pas, qu'on ne m'avait pas appris pendant mes études. Et en fait, la phycocyanine, elle est bleue, on le voit, c'est un extrait de la spiruline. Donc, comme quoi on peut connaître quelque chose et ne rien connaître. C'est pour ça qu'il faut toujours être capable de se remettre en question. Et la phycocyanine, donc c'est ce pigment bleu contenu dans la spiruline. On extrait, on l'enlève de la spiruline, on le rend liquide. Donc liquide, il est plus biodisponible, il est mieux assimilé par nos intestins, même si nos intestins ne sont pas toujours très opérationnels, si notre flore intestinale n'est pas au top. La phycocyanine, elle va être reconnue par le corps de manière très facile puisqu'elle a une structure très proche de l'hémoglobine humaine. Donc elle va être absorbée et elle va être 7000 fois plus puissante que la spiruline encore. Et la phycocyanine, elle agit pour toutes sortes de pathologies, elle a un effet régulateur sur le corps, mais elle va agir particulièrement sur l'endométriose et je vais vous expliquer comment.
Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça phycocyanine? Ben, phyco, ça veut dire algue, et cyan, ça veut dire bleu. Donc vous avez compris que c'est un pigment bleu qui est contenu dans la spiruline, donc phyco, et qu'elle est naturellement bleue, un bleu très intense, le bleu cyan. D'ailleurs, c'est un pigment qu'on utilise comme pigment alimentaire pour colorer des bonbons bleus, par exemple, mais naturel. Donc la phycocyanine peut aider en cas d'endométriose, par exemple, notamment. Alors, comment est-ce qu'elle agit? Elle a un effet anti-inflammatoire. On a vu que l'endométriose est une maladie inflammatoire chronique. La phycocyanine est un régulateur du système immunitaire. On l'a vu aussi, l'endométriose est un dysfonctionnement d'un processus naturel. L'endomètre, vous vous souvenez, je vous ai dit, l'endomètre s'épaissit et s'évacue. Et là, au lieu de s'évacuer de manière normale, il y a un dysfonctionnement et il va se mettre un peu partout. Il va coloniser différents organes. Donc, en fait, c'est un dysfonctionnement d'un processus naturel, donc c'est un dysfonctionnement du système immunitaire. La phycocyanine est un régulateur du système immunitaire. On l'a entendu aussi, dès que les premières règles arrivent, souvent, les problèmes arrivent. On voit que l'endométriose est une pathologie qui est liée au système hormonal et endocrinien. La phycocyanine agit comme régulateur hormonal. Qu'elle va avoir cet effet, non pas de surproduire des hormones ou de les sous-produire, de les arrêter, mais de régulateur. Elle va réduire le stress oxydatif. Elle va avoir une action sur le système lymphatique et circulatoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez des 3 ou 4 théories dont je vous ai parlé, qui disaient que l'endométriose, ces foyers d'endométriose étaient en fait véhiculés par le système lymphatique, qui aussi aura un dysfonctionnement. Le fait que la phycocyanine ait un effet sur le système lymphatique, ça va réguler, ça va empêcher en fait que ces foyers ne profitent d'aller flotter dans la lymphe pour aller se mettre un peu partout dans le corps. Alors on l'a vu, l'endomètre en fait, dans une des théories, l'endomètre qui est prêt à accueillir ces cellules préembryonnaires, hein, puisque le but c'est de favoriser l'annihilation de l'ovule fécondé. Ces petites cellules préembryonnaires, en fait, iraient se loger un peu partout dans le corps via les vaisseaux lymphatiques et circulatoires, via le sang. Le fait que la phycocyanine stimule la production de cellules souches, ça va empêcher ce dysfonctionnement des cellules qui vont se mettre un peu partout. Les cellules souches, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cellules qui sont produites au niveau de la moelle épinière, qui sont les premières cellules à être produites, qui vont ensuite se différencier, qui vont devenir d'autres cellules, des cellules de foie, des cellules nerveuses, et notamment aussi les gamètes, c'est-à-dire les ovules. L'ovule est à la base une cellule souche. Donc le fait que la phycocyanine agit sur la production de cellules souches, elle crée des cellules souches plus saines avec un programme de reproduction, de différenciation normal, on va dire, que ce que le corps avait prévu initialement de faire, donc sans ce dysfonctionnement. Donc, tous ces facteurs-là vont faire que l'endométriose va être soulagée, régulée et à terme, dans certains cas, complètement éradiquée. La phycocyanine agit aussi sur les prostaglandines, les cytokines, lymphocytes T et B. Tout ça, ce sont des cellules qui participent au système immunitaire, fonctionnement du système immunitaire. Les IgA, les IgM, les IgG, eux participent aux réactions allergiques notamment et au système immunitaire aussi. Donc, ça montre que cette action sur toutes ces prostaglandines, ces cytokines, etc., ça montre en fait que la phycocyanine est un régulateur du système immunitaire. Et donc, tout ça mis ensemble montre que la phycocyanine a cet effet de réguler les fonctions naturelles du corps. Le corps possède en lui toutes les fonctions pour se réguler de manière naturelle. L'état de santé est l'état normal du corps. Généralement, on est en bonne santé.
c'est là qu'on est dans un état normal. Le corps essaye tout le temps d'arriver à l'équilibre, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, et il le fait de manière sans notre consentement, sans qu'on doive intervenir. Notre température est toujours à la même température, nos battements de cœur sont toujours plus ou moins égaux. C'est notre corps qui naturellement a ce programme d'homéostasie, d'équilibre. Alors la phycocyanine, moi, il y a 2 ans, je ne connaissais pas, mais je me suis beaucoup intéressée parce que je trouve que ça a des effets fabuleux sur plein de maladies. Donc il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été réalisées. Il y a plus de 3000 études qui sont publiées sur Internet, des études scientifiques, et qui parlent notamment d'endométriose, qui expliquent comment, en fait, comment la phycocyanine peut agir sur l'endométriose. J'ai essayé aujourd'hui de résumer, de ne pas rentrer dans des trucs trop techniques, parce qu'au fond, on n'est pas biologiste et ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qu'on veut savoir, c'est que ça a un effet positif, comprendre plus ou moins pourquoi, et puis peut-être le tester et voir pour soi-même si ça fonctionne. Mais ça peut être intéressant pour certaines personnes, comme j'ai dit parfois ou en conférences, il y a des professionnels de santé qui vont peut-être avoir envie de s'intéresser pour pouvoir après aider eux-mêmes leurs patients, comment je peux le faire. Donc moi, quand on me demande quelle phycocyanine je recommande, moi je recommande celle de Green Blue, le Dica, qui est une phycocyanine à laquelle on n'a pas ajouté de vitamines, qui est de la phycocyanine tout simplement dans un stabilisateur, hein, puisque c'est une molécule qui est difficile à stabiliser, qui est stabilisée dans du glycérol, donc le petit goût un peu sucré, même s'il y a 0 sucre dedans, elle convient aux diabétiques, et d'ailleurs, elle diminue le diabète, hein, petite parenthèse. Donc moi, j'aime parce que c'est une phycocyanine qui est hautement dosée. 10K, ça veut dire 10 000 mg de phycocyanine par litre. C'est une dose très, très élevée qui va permettre au corps vraiment de s'équilibrer de manière efficace et rapide aussi. On voit des améliorations, ça dépend sur quoi, mais parfois déjà au niveau du sommeil, au niveau de l'humeur, au bout de 2 semaines, on voit déjà un effet, puis 3 semaines, et puis les premières règles, et puis les deuxièmes règles, et au bout de 3 mois, 6 mois, on voit une amélioration significative au niveau des douleurs aussi, au niveau des migraines. Alors, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas d'interaction avec d'autres traitements. La seule chose que ça puisse faire par rapport à un autre traitement, c'est justement optimiser ce traitement. Donc, j'accompagne des personnes qui sont atteintes du cancer avec la phycocyanine, qui ont un traitement allopathique, une chimiothérapie, une radiothérapie, et ça leur permet en fait de supporter ou de diminuer les effets secondaires et de bien profiter du traitement. Donc en fait, en cas d'endométriose, qu'est-ce que l'accompagnement naturopathique propose? Du repos. Donc on l'a entendu dans les témoignages, le problème c'est que la vie moderne nous demande, alors qu'on souffre et qu'on a des règles abondantes, d'être actif, d'être proactif, de faire du sport, d'aller travailler. Non, non, en fait, il faut s'écouter, il faut se reposer. Il faut essayer de comprendre le sens, faire un réglage alimentaire, faire des réglages d'hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça peut être par exemple les produits ménagers qu'on utilise, ça peut être les cosmétiques qu'on utilise, ça peut être les ondes, faire attention aux perturbateurs endocriniens. Hygiène de vie, ça peut vouloir dire aussi le stress, ça peut vouloir dire aussi l'environnement dans lequel on vit, l'environnement familial. L'homéopathie peut aider, l'aromathérapie, comme l'huile essentielle d'estragon par exemple, il y en a d'autres. Toutes les techniques énergétiques, l'EFT, l'acupuncture, la réflexologie, il y en a beaucoup. Une complémentation en oméga 3, en vitamines, en oligo-éléments, en spiruline complète, en phycocyanine. Tout ça, ça peut aider à soulager et peut-être même à terme à se débarrasser entièrement de l'endométriose. Il faut savoir que l'endométriose, souvent on dit qu'une grossesse guérit l'endométriose parce que chez certaines femmes, spontanément, après une première grossesse, l'endométriose disparaît. Ce qui confirmerait
un peu le décodage biologique par rapport aux pistes d'exploration qu'on avait par rapport à la peur d'amener un enfant au monde. Et une fois qu'on l'a fait, on se rend compte, en fait, c'était pas si terrible que ça, donc ça va. Le corps peut lâcher. Alors, je voulais vous mettre en garde, parce que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ben, c'est sûr que l'idée, c'est pas de remplacer un traitement allopathique. En aucun cas, je ne prétends me substituer à un traitement ou un avis médical, que du contraire. Moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir travailler main dans la main avec votre médecin prescripteur. Le but de la naturopathie, c'est d'accompagner la personne, de la voir dans sa globalité, c'est-à-dire corps, esprit, environnement, et pas seulement comme un symptôme, comme un utérus, ou comme des intestins, ou comme un bras, et que ça se fasse en parallèle du traitement allopathique. Voilà, je vous ai tout dit, tout ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez des points sur lesquels vous avez envie de revenir, des questions à me poser, je suis là. Si vous avez envie d'apporter aussi un témoignage, ben ça m'intéresse, ça nous intéresse tous, ça peut nous aider. Si vous avez essayé d'autres choses qui ont fonctionné pour vous, que je n'aurais peut-être pas mentionné, ça nous intéresse aussi. Si vous avez essayé des choses qui n'ont pas fonctionné, ça nous intéresse aussi, même si chaque corps est différent. Et si quelque chose qui fonctionne pour une ne fonctionne pas nécessairement pour l'autre. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Et maintenant, la parole est à vous. Je laisse Lorena gérer les personnes et les questions. Super, merci Nathalie. Est-ce que certaines femmes ou hommes, peu importe, a une question? Je vois qu'il y a un micro qui s'est ouvert. Est-ce volontaire? Hop, non. J'ai vu une question dans le chat de Sabrina, je ne sais pas si tu veux la lire. Alors attends, parce que je vois Claudie qui... Alors, attendez. Essayez d'ouvrir votre micro, parce que j'essaie de l'activer, mais il y a un petit souci. Moi, j'ai une petite question, si c'est possible, Mirella. Bah, vas-y, en attendant. Je vais essayer de débloquer la situation. Alors, vous avez peut-être donné la réponse au cours de la conférence, mais il y a une période où j'ai dû m'absenter, excusez-moi par rapport à ça, donc j'ai quand même posé la question. Du coup, vu que j'ai une fille, je veux savoir si c'est héréditaire. Je n'ai pas compris. Si la maladie est héréditaire. C'est héréditaire. Alors, héréditaire, ça voudrait dire qu'il y a c'est inscrit dans les gènes et que systématiquement, ça se transmet de personne en personne. Donc, ce n'est pas héréditaire dans ce sens-là, c'est pas systématique. Héréditaire, ça veut dire systématique. Par contre, ça peut être transmis de manière transgénérationnelle. Parce que si on l'appréhende différemment de la médecine traditionnelle, comme je l'ai un peu expliqué tout à l'heure par rapport au décodage biologique, il est possible en fait que, par exemple, je prends un cas qui n'est pas le cas de tout le monde, je prends un cas de figure pour prendre un titre d'exemple. Il est possible, par exemple, que mon arrière-grand-mère ait fait une fausse couche de manière traumatisante parce qu'elle a eu un accident ou des choses comme ça. Elle a perdu beaucoup de sang, elle a perdu le bébé, ça a beaucoup marqué. Et puis, elle a eu un enfant, elle a eu, par exemple, ma grand-mère. Mais pendant toute la grossesse, elle a eu très peur que ça se reproduise. Ça veut dire que cette peur, l'enfant, il ressent tout. Ça s'est inscrit aussi dans les cellules de ma grand-mère. Et puis, ma grand-mère, elle a refait pareil avec sa fille. Et puis, ma mère m'a eu. Et moi, je viens au monde avec cette peur qui ne m'appartient pas du tout, puisque moi, ma mère n'a pas fait de fausse couche, ma grand-mère n'a pas fait de fausse couche. Mais je viens au monde avec cette peur. Et du coup, j'arrive pas à avoir d'enfant, j'ai de l'endométriose, je fais des fausses couches à répétition, sans comprendre le sens. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, soit en hypnose, soit parce que je connais mon histoire familiale, parce que je pose des questions, on se rend compte de ça. Donc tu vois, c'est pas héréditaire, mais ça peut être transgénérationnel. Alors, dans l'hérédité même, aller changer l'ADN, on ne sait pas. Par contre, il existe ce qu'on appelle l'épigénétique.
il y a certains gènes qu'on sait transformer. Aujourd'hui, on se rend compte que même si ça nous a été transmis, avec certains modes d'alimentation, certaines choses qu'on peut changer, on peut en fait changer nos gènes et on peut ne pas le transmettre à nos enfants, à nos filles. Ouais. Merci beaucoup. J'ai très peur. Non, non, tu vois, c'est possible. C'est possible de le changer. En tout cas, par rapport à ce que vous avez dit, ça me travaille. Et par rapport à ma famille et ce que vous avez dit, du coup, ouais. Je commence à avoir des réponses. Je commence à relier les choses entre elles. Et... Tant mieux, j'espère que ça fera son chemin et que ça pourra t'aider. Oui, ça m'aide beaucoup. Merci. Merci pour votre réponse. Bon. Claudie, vous aviez une question? Alors, moi, oui, bonsoir. On m'a découvert de l'endométriose à 70 ans. C'est-à-dire, je vais avoir 72 ans vendredi, donc bientôt. Et on m'a découvert de l'endométriose il y a 2 ans. On ne savait pas ce que j'avais. J'ai eu des douleurs phénoménales et j'ai pas besoin de faire un film. Hein, tout le monde connaît les douleurs que l'on peut avoir dans ces cas-là. On pensait que j'avais un kyste. Quand effectivement on a découvert que c'était ça, ça a été un parcours. Je ne vais pas tout raconter parce que c'est un petit peu long, mais bon, j'ai un gynécologue qui a failli m'opérer, heureusement qu'il n'a pas opéré parce qu'il ne savait pas ce que j'avais, il voulait quand même retirer le kyste. Quand il a vu, il a refermé, il a dit oh là, j'ai jamais vu ça de ma vie, très 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 enflammé. J'ai eu la chance d'avoir une amie qui m'a pris en main dans un autre hôpital. Et là, la gynécologue, effectivement, suite à l'IRM, m'a dit c'est de l'endométriose, mais par contre, vu mon âge, il est hors de question qu'on me perde. Donc je vis avec. J'ai une naturopathe avec les huiles essentielles, dont l'estragon d'ailleurs. Alors l'homéopathie, je connaissais pas. Et par contre, il y a quelque chose qui m'a. Alors pour le moment, je fais très attention à mon alimentation. Dès que je fais un écart, c'est bon. Hein. Je me mange, j'allais jusqu'à 10 à 12 spasfons par jour. Hein. Alors, dès que je fais un écart, là, le spasfon, il est sur ma table de nuit. Des fois, j'ai envie de faire un petit écart, mais je le paye. Hein. Le spasfon est là. Et voilà. Et par contre, ma naturopathe travaillait avec une religieuse qui s'appelait la méthode... je ne sais plus me souvenir, mais ça ne m'avait pas réussi. Ça n'avait pas réussi. Méthode Hildegarde. Hildegarde. Voilà. Donc, j'applique aussi certains conseils de Hildegarde de Bingen parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, surtout au point de vue féminin. Alors, vous êtes grand-mère? Alors, j'ai jamais eu d'enfant. J'ai pas pu avoir d'enfant. Et donc, non, j'ai pas d'enfant. Non. Alors pourquoi s'est-elle réveillée oui, c'est bizarre quand même. Parce qu'on dirait que cette envie de nidation, elle se fait quand même. Vous n'avez pas eu d'enfant, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui est grand-mère, ou il y a peut-être un enfant dans votre environnement, ou c'est comme si le corps avait envie d'accueillir, en fait, avait quand même envie d'accueillir un enfant, même ça soit à titre de grand-mère. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, ce n'est de nouveau qu'une piste et ce n'est que mon interprétation. Mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. En tout cas, l'homéopathie, ça peut vous aider. Même si vous êtes ménopausée depuis très longtemps, ça peut quand même aider. Et la phycocyanine aussi. Parce que je la consomme depuis une semaine maintenant. Et la phycocyanine, elle va venir agir sur les intestins et donc elle va aussi soulager le fait que vous ne savez rien manger. Et que n'importe quel écart fait que il faut se nourrir de manière le plus saine possible. Mais parfois, même quand on se nourrit de manière saine, quand vous dites des écarts, ça peut être par exemple manger des dattes. Voilà, j'imagine des choses comme ça. Voilà. Et ça, la phycocyanine, elle va venir aider aussi par rapport aux intestins. C'est aussi pour ça qu'elle a un effet sur les maladies auto-immunes, parce qu'elle régule les fonctions intestinales. Il est prouvé que les maladies auto-immunes ont un foyer dans une dysbiose intestinale, donc un dysfonctionnement de la membrane intestinale. Donc, ça va vous aider. Mais je vous conseille aussi l'homéopathie aussi. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup pour votre témoignage.
Ah, c'est important parce qu'on se rend compte que c'est pas limité aux femmes qui ont envie d'avoir un enfant ou qui sont jeunes ou qui sont. C'est vraiment un problème qui part de 10 ans jusqu'à 72 ans. C'est intéressant. C'était bien que vous puissiez témoigner. Merci. Je vous entends plus. Ah, votre micro s'est coupé. On vous entend plus. J'ai pas entendu la dernière phrase. Votre micro s'était coupé. Tu as coupé le micro, Lorena, ou Non, j'essaie de le réactiver là, mais. Ah. Bon, ben, on va voir tout à l'heure si ça revient. Il y a Gaëlle qui a une question. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. En fait, Nathalie, j'avais une question parce que j'ai une personne donc, que j'accompagne avec la phycocyaline, donc, qui a commencé sa cure de 10K et donc en fait qui me demandait donc par rapport à ses règles, elle a toujours des maux de ventre en fait qui donnent des nausées aussi à l'approche des règles et en fait pendant les règles. Et en fait, j'allais lui conseiller d'augmenter un petit peu le dosage quelques jours avant l'arrivée des règles. Et je voulais savoir si c'était quelque chose que voilà, que tu pouvais recommander éventuellement, ou si c'était une bonne idée, ou s'il fallait juste la prendre, on va dire, de manière continue et au même dosage, en fait, tout simplement. Je n'augmenterai pas le dosage de la phycocyanine par rapport aux nausées, mais par contre, je conseillerais l'homéopathie. Folliculinum en homéopathie, en complément. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Pardon. Ah, pardon. Je disais que moi, je n'augmenterai pas les doses de phycocyanine. C'est pas nécessaire parce que j'imagine qu'elle prend du 10K et que c'est déjà hautement dosé, donc c'est pas nécessaire. Mais par contre, je conseillerais l'homéopathie en complément, le folliculinum, qui va venir enlever ces nausées, en fait. D'accord, donc les deux cumulés, quoi. D'accord. Elles agissent en complément. Ouais, très bien. Tous les conseils que j'ai donnés aujourd'hui, c'était pas un ou un. Ce qui fonctionne bien, c'est le protocole général qui fonctionne bien. D'accord, ok. Merci beaucoup. Ta question, Il y a des questions dans le chat. Il y a Sabrina qui a posé une question. À propos de la spiruline et phycocyanine, on prend l'une ou l'autre? C'est bien ça? Les deux. Les deux. Non, les deux. En fait, non, parce qu'elles ont deux effets totalement différents. Donc, il y a de la phycocyanine dans la spiruline complète, mais pas beaucoup, et difficilement assimilable par le corps. Donc la phycocyanine, elle est nécessaire parce que c'est elle qui a le pouvoir anti-inflammatoire, c'est elle qui a le pouvoir régulateur du système hormonal, c'est pas la spiruline complète, c'est la phycocyanine. La spiruline complète, elle est intéressante parce qu'elle, par contre, elle contient tous les acides aminés, tous les oméga 3, pas les oméga 3, les acides aminés, les vitamines, les oligoéléments, dont la phycocyanine est démunie puisqu'elle n'est qu'un pigment. Donc c'est les deux ensemble qui fonctionnent bien. Ok. Et à quel moment du cycle prendre le folliculinum? Alors, le folliculinum, il est recommandé donc, généralement en 9 CH ou en 15 CH, les 9e et 13e jours du cycle. Après, ça peut être 8e, 14e, ça dépend un peu du cycle, ça dépend un peu de la longueur du cycle. Et en règle générale, c'est le 9e et le 13e jour du cycle. Après, il y a des femmes qui n'ont pas de cycle, des femmes qui n'ont plus de règles depuis très longtemps, ben, on le prend dès qu'on le reçoit dans la pharmacie, on peut le prendre même une fois par mois. Il va agir de toute façon. Il agit toujours. Ok. Et du coup, on a une question de Voni. Je sais pas où il est. Quel est l'effet de l'oméga 3? Doit-on le prendre tout au long du cycle si on le prend avec l'huile d'onagre en deuxième partie du cycle pour soulager le SPM? Alors, dans l'huile d'onagre, il y a des oméga 3, ça en fait partie. Les oméga 3, c'est surtout issu des poissons, mais pas uniquement. Alors, les oméga 3 ont plusieurs fonctions. Ils ont une fonction de reconstruction cellulaire, entre autres, hein. Mais aussi, ils sont un pouvoir anti-inflammatoire et antioxydant. Donc, on va l'utiliser surtout par rapport à l'inflammation. Et donc, oui, il faut les prendre tout au long du cycle. Ouais. Faire une petite cure, sauf si on mange beaucoup de poissons gras, des sardines tous les jours, mais c'est rarement le cas. La plupart des gens sont sous
sous-alimentés en oméga 3, en poisson gras, en maquereau, en sardines, en thon, saumon. Donc, il faut se complémenter dans ces cas-là, quand on a une pathologie inflammatoire. Ça va réparer tous les tissus, les oméga 3. Et du coup, on a une dernière question sur le chat. Je pense que tu as à peu près répondu, mais je ne sais pas si Charlotte elle a eu le temps d'écrire. Quel est le dosage de la phycocyanine à prendre et quelle est la dilution de l'homéopathie pour le folliculinum? Alors, pour le folliculinum, c'est soit 9 CH, soit 15 CH, les deux fonctionnent. En homéopathie, en fait, plus ça va être dilué, donc plus le chiffre va être haut, 9, 15, 30, 200, plus donc moins il y a il y a plus du tout de substance active de toute façon dans un remède homéopathique, mais plus la dilution va être haute, plus on va aller dans des sphères profondes, des pathologies chroniques et des dimensions émotionnelles. Et plus on va aller vers un chiffre bas, comme 5 CH, arnica 5 CH par exemple, alors ça va être pour des choses aiguës. Donc on va plutôt le conseiller en 9 ou en 15. Et par rapport à la phycocyanine, sur le flacon, il y a un dosage qui est recommandé, qui est de 1 bouchon, 5 ml, une cuillère à soupe plus ou moins, par jour dans un verre d'eau. C'est la recommandation habituelle. Après, chaque organisme est différent. Il y a des organismes qui vont réagir très bien avec une cuillère à soupe, il y en a qui vont avoir besoin d'un peu plus. Mais généralement, il suffit, c'est pas nécessaire de prendre des très hautes doses. Donc, il n'y a pas de surdosage possible, à moins de boire 3-4 litres, évidemment. C'est comme pour tout, c'est comme pour le café, c'est comme pour tout. Mais dans des doses raisonnables, il n'y a pas de surdosage. Donc, si je prends 2 bouchons, 3 bouchons, 4 bouchons, mais c'est pas nécessaire. Donc, c'est ce que je disais à Gaëlle. Un bouchon de 10 cas, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Donc, moi, je conseillerais de commencer par un bouchon. Un bouchon le matin à jeun, dans un verre d'eau. Et parfois, si on a des insomnies, si on est très nerveux, si on a vraiment des très fortes douleurs, parce que la phycocyanine a un effet antidouleur aussi, on peut reprendre un deuxième bouchon dans l'après-midi ou même le soir. Donc ça n'empêche, c'est pas parce que c'est un effet énergisant que on va pas dormir. C'est pas une énergie, allez, je suis au taquet, je dois faire des trucs, je suis énervée. C'est plutôt une énergie positive mais sereine. Donc on peut le prendre même encore un bouchon le soir si on veut, mais 2 bouchons, c'est largement suffisant. Donc, on peut commencer, je vous conseille de commencer par 1. Bon bah nickel, j'espère que vous avez pris le temps de tout noter. Là, j'ai pas d'autres questions sur le chat. Est-ce qu'une personne veut intervenir, qui n'a pas réussi à lever la main par exemple? Je vois vos caméras au cas où, donc n'hésitez pas à lever la main. Non, ça a l'air d'être bon. Bon bah super, c'était une belle conférence encore pour ce soir, je trouve. Merci Nathalie encore pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et merci à vous tous d'être là. Merci aux témoignages aussi. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'autres conseils. Je suis là. Exactement, on pourra vous mettre en relation avec Nathalie. Là, l'enregistrement, il est fait, donc je vais pouvoir le partager demain. Donc n'hésitez pas à demander à la personne qui vous a invité de vous transmettre l'enregistrement si besoin. Et si vous voulez des informations sur la phycocyanine, par exemple. Et puis, la semaine prochaine, c'est sur le sujet des insomnies. Donc on aimerait faire vivre de plus en plus cette conférence tous les mercredis soirs, que ce soit vraiment un rendez-vous du mercredi. Donc n'hésitez pas à inviter des personnes qui sont concernées par des insomnies, par des pathologies, ou nous donner des idées que Nathalie pourrait évoquer, pourquoi pas. Tout à fait. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci.